tu me donneras le Je bip crois alors. qu'on a un peu de retard, donc je vais être très très rapide. Donc je suis Laurent Tricard, je suis directeur du développement de la pleine image, et la pleine image s'est associée au Common Nord Day. Donc pour travailler sur ce Common Nord Congress et vous proposer un contenu intéressant autour de cette question du marketing émotionnel, d'autant qu'effectivement une partie notamment des entrepreneurs que vous allez entendre dans ce premier panel est implanté à la pleine image, cluster des industries créatives. Alors Maxime a fait une introduction assez longue. Je ne pense pas revenir sur le contenu, mais vous aurez remarqué quelque chose, je pense, c'est qu'on entendait une certaine émotion dans la voix de Maxime. C'est normal, il était sur une scène comme moi, avec des projecteurs et du public, et donc effectivement nous sommes traversés par des émotions qui sont assez fortes, qui de mon côté, moi j'ai mon micro HF, ça doit se voir au fait que mon micro tremble. Voilà, je suis traversé d'émotions, et donc dans ce premier panel, à travers la présence d'un enseignant-chercheur de l'université de Lille, Laurence Parot, donc qui collabore au laboratoire Scalab, donc laboratoire dédié aux sciences cognitives, à travers la présence de 3 entrepreneurs, Antoine Desfart, fondateur de Earth Never Lies, Olivier Janin, fondateur de Néotrope, et voilà, ça c'est l'émotion. J'oublie le nom d'un entrepreneur que je fréquente depuis des années, c'est incroyable. Voilà, Alexandre Le Texier. Tu m'en veux, Alexandre ? Bon, terriblement. On en reparlera tout à l'heure. Donc, à travers la présence d'Alexandre Le Texier, fondateur de Perception Média, nous allons avoir des cas d'usage, effectivement, d'utilisation de cette notion de marketing émotionnel, l'utilisation de technologies, l'utilisation de produits, de services qui permettent de mesurer l'émotion chez le consommateur, de mieux cibler le comportement, de mieux interpréter le comportement du consommateur et ainsi de mieux cibler son marketing et sa communication. Des cas concrets, des cas d'usage que les 3 entrepreneurs ont pu mettre en application. Et dans un premier temps, donc, s'il est arrivé, je vous propose d'accueillir Laurence Parot, donc enseignant-chercheur à l'Université de Lille, laboratoire Scalab. Le point de vue scientifique, académique, avant d'avoir les cas d'usage portés par des entreprises. Exactement. Merci Laurent de ta présence. De rien, merci. Alors donc bonjour, je vais donc vous parler de la recherche en sciences cognitives et j'ai mes collègues tout à l'heure après moi qui vont intervenir sur des cas plus appliqués. Moi je vais juste vous présenter les concepts de base qui font ce que c'est qu'une émotion, comment on mesure les émotions, en quoi les émotions peuvent nous influencer. Donc, je suis maître de conf en psychologie cognitive, mais je collabore beaucoup avec les entreprises de la pleine image. Sur la pleine image, nous avons installé une plateforme technique et donc on collabore avec les entreprises en apportant de l'innovation. Alors, tout le monde a déjà remarqué que lorsqu'on présente des produits un peu nouveaux, comme ici des produits Apple, il se passe des phénomènes assez bizarres dans la société. On observe quasiment des émeutes. Des gens qui se jettent dans les magasins, qui n'hésitent pas à dormir dans la rue pour être le premier à obtenir ce nouveau matériel. Quand on leur demande mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, pourquoi tu veux acheter ça, est-ce que c'est vraiment utile pour toi, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans cette machine, les 3/4 du temps, les gens ne savent pas répondre. Non, je veux acheter ça, c'est tout, j'en ai besoin. C'était plus fort que moi, c'est mon cerveau reptilien qui a pris le dessus et donc je l'ai acheté. Le cerveau reptilien, c'est une terminologie qu'on entend souvent, c'est-à-dire qu'on considère que différentes zones de notre cerveau seraient spécialisées, et en particulier concernant les émotions, notre cerveau reptilien, eh bien, ce serait la zone du cerveau qui gérerait toutes ces émotions primaires et qui ferait en sorte que finalement nous sommes dépendants de lui. Une très célèbre expérience réalisée en 2004 montre que si je fais goûter 2 produits, du Coca et du Pepsi, sans expliquer au consommateur de quoi il s'agit, il va préférer le Pepsi. Si je lui montre la marque, alors à ce moment-là, il va préférer le Coca. Donc d'un côté, on a l'aspect vraiment hédonique, plaisir, le Pepsi, mais quand on connaît la marque, eh bien là, à ce moment-là, on bascule dans un autre côté et puis ça devient quelque chose de plus social, une marque, une valeur sur laquelle on peut s'attacher. Et le cerveau reptilien, ce serait celui qui fonctionnerait, celui qui ferait en sorte que, eh bien, voilà, je préfère le Pepsi, mais d'un autre côté, j'ai ma conscience, ma morale qui fait que, ben non, Coca-Cola, c'est plus célèbre. Cette conception qu'on appelle théorie du cerveau triunique, c'est une conception qui est vraiment très ancienne.
ancienne. On considère en fait que trois parties fondamentales composeraient notre cerveau. D'abord, ce fameux cerveau reptilien qui serait archaïque, qui serait très ancien. Voilà, quand on était des crocodiles, avant qu'on sorte de l'eau, eh bien, on avait un cerveau reptilien et ça nous servait juste à manger et assurer nos besoins primaires. Ensuite est apparu avec les mammifères ce qu'on appelle le système limbique, qui est apparu beaucoup plus lentement et beaucoup plus tardivement. Et ce système limbique, c'est un système qui est fortement impliqué dans nos émotions. Alors, le système limbique est apparu en fait pour protéger en fait l'espèce, protéger contre les prédateurs. Et donc ça signifie créer de la peur. Avoir peur, ça veut dire que je vais me reculer, je vais éviter de rentrer en contact avec un prédateur. Mais en même temps, qui dit peur, dit joie. Donc le système limbique gère aussi ce genre d'émotions. Et à côté, on a le néocortex qui est apparu beaucoup plus tardivement, qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Homo sapiens, une espèce, on va dire, bon, quelquefois on peut se tromper, mais on va dire l'espèce la plus évoluée sur Terre. On va essayer de dire ça. Et cette espèce, enfin, ce néocortex, en fait, a pris le pouvoir sur les deux autres structures, le système limbique et le cerveau reptilien, de telle sorte que c'est absolument idiot, maintenant, en 2017, de dire qu'il y a trois parties dans le cerveau. Il n'y a pas trois parties. Il n'y a qu'un seul cerveau, qu'une seule partie, et ces trois parties communiquent d'une façon très forte, très vive, constamment. Vous verrez des exemples tout à l'heure. Donc ça signifie que ça ne sert à rien de s'adresser à votre cerveau reptilien, parce que vous n'en avez pas. Et donc c'est un autre système qui fonctionne pour qu'on puisse montrer les produits et faire du marketing. Ah. Donc là, la diapo... Voilà. Le cerveau, en fait, c'est une illustration qui montre comment le cerveau fonctionne. C'est juste une personne qui est en train de regarder un film à la télé. On ne lui demande rien, la personne ne fait rien d'autre que de regarder. On constate tout de suite que ces trois parties que je présentais précédemment, on ne les retrouve pas dans cette image. Le cerveau, c'est un système global, complet. C'est-à-dire que dès qu'un neurone se met en action, tous les autres neurones, tous les neurones voisins, toutes les structures cérébrales sont en même temps activées. Donc il n'y a pas trois parties qu'on peut activer séparément. Le cerveau s'active d'une façon globale et complète. Les activations sont aussi très rapides. Alors, voilà. Le cerveau représente quelques petits chiffres. Le cerveau représente 3% de la masse corporelle. C'est vraiment tout petit, mais il représente 25% de son énergie. C'est-à-dire qu'un quart de notre énergie est consommée par le cerveau. Le plus surprenant, c'est que cette énergie, 60 à 80% de cette énergie consommée par le cerveau, ne sert qu'à communiquer. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas trois zones de cerveau qui fonctionnent séparément. En fait, le cerveau communique tout le temps. Il papote tout le temps. Il n'arrête pas d'envoyer des messages sur son propre réseau social. Et c'est à ça qu'il dépense le plus de son énergie. Alors, il y a deux façons de procéder. Le cerveau envoie des ordres vers l'organisme, c'est ce qu'on appelle des efférences. Ou alors, le cerveau reçoit des informations. Si je me tape sur la main, le cerveau va sentir une sensation. Et ça, c'est ce qu'on appelle une afférence. Les afférences sont très importantes. Les sensations qui remontent au cerveau sont très importantes dans tout ce qui est les émotions, création des émotions. Alors, il n'y a qu'un seul cerveau, mais il est hétérogène. C'est-à-dire qu'il est composé de zones très différentes. On a d'abord les régions corticales. Ce sont les régions qui sont les plus importantes pour nous, parce que ce sont celles qui font que nous allons planifier des actions, nous allons mémoriser des choses, nous allons avoir du plaisir ou pas dans telle ou telle situation. Ça, c'est le néocortex. C'est cette zone qui est apparue très tardivement dans l'évolution de l'espèce. Ensuite, on a les zones sous-corticales. Les zones sous-corticales gèrent les comportements inconscients. Tout ce qui est inconscient, l'inconscient existe et on peut le mesurer. Vous verrez tout à l'heure des collègues qui le mesurent. Tout ce qui est sous-cortical, ce sont juste des structures qui fonctionnent alors même que nous, on ne se rend pas compte de ce qu'elles décident. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant pour voir que, effectivement, ce fonctionnement inconscient peut avoir énormément de conséquences sur la façon dont je vais percevoir un objet. On a, disons, trois grandes parties dans le cerveau. On a le système nerveux central, donc le cerveau avec la moelle épinière qui enregistre l'information et qui pilote, qui envoie des ordres, donc la petite flèche vers la droite, vers le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est là où sont connectés tous nos organes. Le cœur, etc., 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 etc. Et chaque fois que le cerveau envoie un ordre vers le système nerveux périphérique réagit.
réagit via une réponse physiologique, une dilatation de la pupille, un changement du rythme cardiaque. Et c'est ça que nous pouvons mesurer maintenant d'une façon très simple, puisque avant, dans les laboratoires, on utilisait des machines très complexes pour mesurer ces réactions physiologiques. Maintenant, c'est très simple. Avec un bracelet, comme on va vous en parler tout à l'heure, on peut mesurer ces réactions physiologiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des expériences dans un magasin, tout simplement. Au niveau périphérique, on a deux branches en fait qui pilotent notre gouvernement. On a ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous active. C'est-à-dire que si vous voulez attirer un client dans un magasin ou faire en sorte qu'il ait un certain plaisir devant un rayon, eh bien, il faut activer le système sympathique. Le système parasympathique, lui, c'est le système qui va nous reposer. Donc, c'est celui qui va nous mettre en mode zen, celui qui va nous calmer, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir reconstituer nos ressources. Ces deux systèmes fonctionnent en équilibre. Et quand ils sont bien en équilibre, on va sentir du bien-être. Quand l'une des deux branches est en déséquilibre par rapport à l'autre, alors ça va créer ce qu'on appelle du chaos, de l'incohérence. Et cette incohérence et ce chaos sont très 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 mauvais pour la santé. Ils génèrent du stress, ils génèrent des sentiments de mal-être. Et puis surtout, ils réduisent l'espérance de vie, puisque le rythme cardiaque, du coup, devient complètement chaotique et ça fatigue énormément le cœur. On estime à 400 milliards le nombre de bits d'information par seconde. Un bit d'information, c'est un 0 ou un 1, qui parviennent au cerveau à chaque seconde. Mais au niveau de votre conscience, sur ces 400 milliards, eh bien, seuls 2000 bits d'information arrivent à votre conscience. Ça veut dire que le cerveau filtre massivement. Donc c'est cette information-là qui est la plus importante à retenir pour quelqu'un qui fait du marketing. Ça veut dire que les informations que vous allez envoyer au niveau visuel ou auditif, elles vont être filtrées. Et comment elles vont être filtrées? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans. C'est juste que, vu la quantité d'informations massives qui me parvient, voilà, je suis obligé de sélectionner certaines de ces informations. C'est ce qu'on appelle chez nous des filtres. Au niveau de la vision, c'est le système le plus complexe, comme on l'a vu. Lorsque je présente une petite image, comme ici des kangourous, cette image va être traitée par les structures sous-corticales dont on parlait tout à l'heure. Et au cœur du cerveau, ce qu'on appelle le tractus optique, eh bien, on va avoir en à peine 50 millisecondes. 50 millisecondes, c'est vraiment rien du tout. Eh bien, on va avoir une première estimation de ce que peut être cette image. Alors, c'est une estimation très, très, très simple, avec des zones d'ombre. Mais par apprentissage, on est capable de reconnaître à partir de ces petites images de très bas niveau visuel, on peut reconnaître des choses qui peuvent être dangereuses ou pas. Et à partir de ce traitement précortical, on va avoir à la fin un dernier traitement où l'information va arriver au niveau du cortex, et c'est là que l'image va être perçue. L'image va être déformée, c'est-à-dire que la vision est très, 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 très aussi hétérogène. On a une vision centrale qui est très, très, très fine et une vision périphérique qui est beaucoup moins. Si je présente un objet neutre, comme par exemple ici un triangle. Ce triangle va être analysé exactement de la même façon, et quand cette image va parvenir à la conscience, ça va vous donner une image de triangle. Il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Mais si en revanche, je présente un triangle qui, cette fois-ci, a la pointe dirigée vers le bas, ce triangle va être analysé exactement de la même façon par les mêmes filtres que ceux dont on évoquait tout à l'heure, mais au moment où il va arriver ce triangle à la conscience, eh bien, il va y avoir un message d'alerte, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation. Ça, on l'a montré grâce à des expériences d'imagerie cérébrale. On va présenter des triangles dont la pointe est vers le bas, comparé à d'autres triangles dont la pointe est vers le haut, et on va mesurer l'activité cérébrale. Et on se rend compte qu'au niveau du système limbique, cette petite zone dont je vous parlais tout à l'heure et qui est fortement impliquée dans les émotions, eh bien, on va observer que lorsqu'on présente un triangle pointe vers le bas, le système limbique s'active. Il s'est passé quelque chose. Au niveau comportemental, si je prends un visage neutre, complètement neutre, et je le mets dans un contexte d'un triangle pointe vers le bas, d'un triangle pointe vers le haut, eh bien, et si je demande aux gens de me dire, est-ce que vous trouvez que ce visage, qui au départ est neutre, vous le trouvez plus ou moins dominant, eh bien, on va se rendre compte que quand le visage est présenté dans un contexte d'un triangle pointe vers le bas, on va considérer que ce visage est plus dominant, alors qu'il est complètement neutre. Et au niveau sociétal, ce genre de phénomène est très connu des artistes. Nous, on n'a rien inventé, on se contente de comprendre comment ça fonctionne. Puisque quand on veut représenter dans la culture populaire un personnage qui fait peur, on le représente dans un contexte de triangle pointe vers le bas.
Alors ça, c'est pour expliquer comment fonctionne ce filtre. Mais pour pouvoir bien traiter l'information, bien analyser l'information qu'on nous présente, il y a 3 composantes essentielles. L'attention, avec ses 2 parties. L'intensité de l'attention, c'est-à-dire est-ce que je suis endormi, pas endormi. Cette intensité de l'attention joue aussi un rôle par rapport au stress. Si je suis trop énervé, ça va générer du stress. Et là, je ne peux plus m'adapter correctement à mon environnement. Puis la composante sélective. La composante sélective, c'est ce que je viens de vous expliquer avec le filtre, c'est-à-dire que je vais sélectionner parmi l'ensemble des informations qui me parviennent, celles qui m'intéressent pour ce que je suis en train de faire. Et enfin, les émotions. Il n'y a pas une décision que nous prenons à chaque instant qui n'est pas contaminée par une émotion. Toutes nos émotions, les émotions interviennent systématiquement dans notre prise de décision. À ce niveau-là, les émotions, c'est pas compliqué, c'est soit positif, soit négatif. On va pas s'embêter à essayer de trouver des émotions un peu plus fines. Est-ce que c'est intéressant si je prends cette décision pour mon organisme, ou est-ce que les conséquences de cette décision vont être plutôt désagréables? Chaque expérience, chaque phénomène vécu laisse une trace en mémoire, ce qu'on appelle une trace mnésique. Mais cette trace mnésique incorpore tout le contexte d'apparition. C'est-à-dire que je vais enregistrer l'état de mon corps au moment où j'enregistre une information, mais aussi l'état du contexte qui m'entoure, les odeurs, etc., etc., etc. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un magasin et que je sens une odeur de lessive, cette odeur de lessive va pouvoir réactiver une trace mnésique et me dire que, tiens, j'ai oublié d'acheter de la lessive, il faut que j'en achète, puisque tout est lié comme ça. Alors, on va voir maintenant quelques exemples concrets d'application de ce que je viens de vous dire, mais les collègues qui vont intervenir après vont vous présenter ça d'une façon un peu plus détaillée. La mémoire, elle est limitée. On a des traces mnésiques, on enregistre plusieurs types d'informations en même temps, mais la mémoire est limitée. On ne peut enregistrer que 7 informations en même temps, ou 7 groupes d'informations. Là, c'est une expérience qui a été réalisée dans un magasin. On présentait en bleu des échantillons de nourriture. En bleu, il y avait 24 échantillons de nourriture. Sur le graphique de gauche, ce sont les gens qui goûtent. On voit que 60% des gens ont goûté. À droite, ce sont ceux qui ont acheté. 3% des gens ont acheté. Ensuite, dans un autre magasin, on a fait la même expérience, mais cette fois-ci, on n'a mis que 6 échantillons, sachant que la limite de la mémoire à court terme, c'est 7. Et là, on se rend compte que le nombre de consommateurs ayant goûté baisse légèrement, puisqu'on est dans les 30%. Par contre, les achats sont nettement plus nombreux. Pourquoi, dans cette situation, le fait de mettre à disposition du client des échantillons, pourquoi dans la situation jaune où il n'y a pas beaucoup d'échantillons, pourquoi ça marche? Parce qu'on n'a pas saturé la mémoire. Et donc, au moment du choix, au moment de la décision, le participant a les idées claires, le consommateur a les idées claires et il peut acheter. L'environnement le plus complexe, c'est la vision. 10 millions d'informations par seconde, c'est très lourd à gérer. Alors que l'œil, lui, n'est capable que de faire 5 mouvements, 5 saccades par seconde. C'est très peu. Donc par conséquent, l'œil, il est constamment obligé de se déplacer pour pouvoir capter son environnement, pour pouvoir analyser l'environnement qui nous entoure. Et pour cela, il réalise des bonds, des saccades, des déplacements très rapides d'une zone de l'environnement à l'autre. Et juste après ces mouvements, le cerveau, l'œil va se stabiliser. C'est ce qu'on appelle une fixation. C'est pendant les fixations que les informations sont analysées. À gauche, vous avez donc un parcours réel, et à droite, c'est ce que le cerveau voit. Le cerveau, donc, est capable d'analyser une image aussi complexe que celle qu'on a présentée ici, mais juste en analysant qu'une petite partie de ces images. D'autre part, le plus intéressant ici, ce n'est pas tellement ce que la personne regarde, c'est la façon dont la personne regarde. Vous avez pu constater que, par moments, les mouvements étaient très lents, ou d'autres mouvements, les mouvements étaient très rapides, ou alors les saccades étaient très courtes, ou alors les saccades pouvaient être très longues. C'est grâce à ces indicateurs qu'on arrive à savoir si une personne est engagée ou pas engagée quand elle regarde, concentrée ou pas concentrée, quand elle regarde une affiche, une page web, une information. Alors ici, ce sont 2 publicités, un storyboard qui a été testé. On a testé les mouvements oculaires. Sur l'image du haut, on constate que l'analyse, elle est très globale. Sur l'image du bas, l'analyse, elle est plutôt focale. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de fixation sur le visage. C'est ce qu'on appelle un marqueur de l'empathie, c'est-à-dire que la personne s'est concentrée sur le visage, elle est rentrée en empathie avec le petit personnage. Ce qui ne s'est pas passé dans le graphique du haut, ce sont 2 spectateurs différents. Et on voit aussi que on
au niveau du packaging, hein, ici on présentait un packaging d'un produit capable de nous réveiller et de nous remettre en forme. Bon, ça sera peut-être valable demain matin. Et ça, c'est un marqueur de l'engagement. Donc quand on a des marqueurs de l'empathie plus un marqueur de l'engagement qui se situe sur une pub, alors là, vous avez beaucoup plus de chances que cette publicité soit efficace et qu'elle laisse une trace en mémoire. De même, si vous présentez un même livre avec soit un visage féminin avec les pupilles normales, soit un visage féminin avec les pupilles modifiées, bon, on se rend compte que plus de 60% des hommes vont acheter la pile avec le visage modifié, avec la pupille dilatée. Pourquoi? Ben, c'est juste parce qu'une dilatation pupillaire génère une empathie. Et donc, on va avoir envie d'acheter ce bouquin. On peut aussi utiliser les mouvements oculaires pour étudier l'impact d'une publicité. À gauche, vous avez plusieurs individus, 6 personnes qui regardent une même publicité, et on a concentré leur point de fixation et on a étudié leur dispersion. On se rend compte que les gens regardent, le groupe regarde à peu près tout le temps au même endroit. Ça signifie que votre impact publicitaire va être beaucoup plus important avec ce genre de publicité. La publicité de droite, elle est beaucoup trop chargée. Et là, on voit que le groupe est complètement dispersé. Il ne regarde pas la même chose. Donc ici, ça signifie que l'efficacité de cette publicité sera beaucoup moins élevée. Tout à l'heure, on va vous parler beaucoup d'activité électrodermale. L'activité électrodermale, c'est juste la sudation, la microsudation qu'on peut mesurer au niveau des poignets ou de la main. Cette activité électrodermale, en fait, peut être utilisée, par exemple, pour tester votre plaisir ou votre niveau d'activation quand vous visitez un magasin. Ici, c'est juste une personne, on lui a posé des électrodes sur la main avec un petit sac, elle se promène dans un magasin. Et il y a 2 types de magasins, ce sont les mêmes produits. Un magasin expérimental, où on a agencé les rayons en utilisant les principes de la psychologie environnementale, et puis un magasin contrôle, où là, on n'a rien fait de particulier. À droite, vous avez les graphiques d'activité électrodermale, les graphiques de microsudation. Tout à droite, la colonne de tout à droite, ce sont les gens qui ont acheté les produits. On voit que l'activation est nettement plus importante, nettement plus élevée. À gauche, ce sont les gens qui n'ont pas acheté le produit. On voit que cette fois-ci, il n'y a pas eu d'activation, il n'y a pas eu de plaisir. Quelque chose a fait que ça ne les a pas intéressés. Sur la ligne du haut, vous avez, à gauche comme à droite, les gens qui ont pris du temps. Alors, à gauche, pris du temps pour ne pas acheter, à droite, pris du temps pour acheter. Et on voit que l'activation pour la personne qui a acheté les produits tout en haut ici à droite est nettement plus importante. Donc, cette activité électrodermale, c'est un indicateur qui va permettre en fait de mesurer comment une personne perçoit l'environnement dans lequel elle est, en particulier un magasin.